Oui au partenariat, mais dans le respect mutuel et le gain réciproque. Les principes de base désormais mis en exergue par le Burkina. Sur le sujet, le président de la transition s'est exprimé dans un entretien télévisé. Liberté d'expression, domination coloniale, soutien au Niger. Bref, plusieurs questions ont été évoquées. Retour sur les grands axes en ouverture d'édition. 36 mois d'emprisonnement, 1 million de francs d'amende, le tout assorti de sursis. Le sort décidé par le tribunal pour Larissa Nikema, dite Adja la guérisseuse. Ces 8 co-prévenus écopent de 48 mois d'emprisonnement et 500 000 francs d'amende avec sursis également. Feedback d'un procès qui aura tenu le public burkinabé en haleine ce 6 septembre. C'est un long feuilleton qui se referme dans le dossier opposant François Compaoré à l'État burkinabé, frappé par un mandat d'arrêt international dans l'affaire Norbert Zongo pour fait d'incitation à assassinat. La demande d'extradition du Burkina vient d'être rejetée par la Cour européenne des droits de l'homme. On en parle dans quelques minutes avec Maître Prosper Farama, avocat à la Cour. Du 109 pour aider dans la collecte des ressources financières au profit de l'État. L'École nationale des douanes, dans sa cuvée 2023, vient de mettre à disposition 56 nouvelles compétences de 4 nationalités. Images et commentaires de la sortie de promotion du groupe Renouveau dans une poignée de minutes. Le secteur privé de la santé est désormais régulé en plusieurs de ses aspects, jadis oubliés. Une réussite de la réforme tributaire de la maîtrise des textes par les acteurs concernés. Face à eux, le premier responsable du département. On en saura plus avant la fin de cette édition. Et ce sont les titres de ce 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. Pourquoi l'engagement du Burkina auprès du Niger? Comment se mène actuellement la lutte antiterroriste? Quels sont les leviers majeurs actionnés par le Burkina? Autant de questions et bien d'autres adressées au chef de l'État lors d'un entretien télévisé. Nous vous proposons quelques éléments de réponse. Le volet sécurité, c'est avec Monira Kéré. Nous sommes prêts au sacrifice suprême de nous battre jusqu'à la mort pour ce pays. Nous avons prêté serment pour ça et nous le ferons. Une victoire certaine pour le Burkina Faso, conviction encore réaffirmée par le chef de l'État. La récompense sera toujours au bout de l'effort, soutient-il, et jusqu'au sacrifice suprême, les fils de ce pays se battront. Foi du capitaine Ibrahim Traoré. Si nos ancêtres nous ont légué des terres, c'est notre devoir de léguer des terres à nos petits-fils aussi, et de meilleures terres. Donc la patrie ou la mort. Mais nous nous battrons jusqu'à la victoire, parce que nous sommes convaincus que nous allons vaincre. Et nous allons vaincre. Ça, c'est une certitude. Sauver la nation en péril, le leitmotiv restait inchangé du MPSR 2 depuis la prise du pouvoir. Le président de la transition insiste, la lutte contre le terrorisme est indissociable de celle de la libération totale du pays de la domination néocoloniale. Le néocolonialisme et le terrorisme, ce sont des phénomènes liés en fait. Le terrorisme n'est qu'une manifestation du néocolonialisme. Souvenez-vous que si vous faites bien l'histoire récente de notre pays, vous comprendrez que ça a été préparé en fait. Ça a été très bien préparé et pour venir encore nous coloniser sous cette forme. Et là c'est barbare, c'est violent, mais c'est lié. Ce n'est qu'une manifestation. Le chef de l'État n'a de cesse de le répéter. Le Burkina Faso appartient aux Burkinabés et c'est aux filles et fils de ce pays de lutter pour la libération du territoire national et de se donner les moyens pour son développement. Nous comptons sur nos propres forces et aussi nous avons de nouveaux partenaires qui nous appuient de façon technique et autre en termes d'équipement et tout. Voilà un peu le concept. Donc ce n'est pas uniquement la défense, l'économie et beaucoup d'autres paramètres. Ça sera endogène et nous avons la capacité. Les résultats de l'engagement des Burkinabés pour la paix sont déjà palpables et le chef de l'État salue les soutiens multiformes de partenaires sincères et fiables. Le capitaine Ibrahim Traoré déplore toutefois l'appui de prétendants amis dont la contribution réelle à la lutte contre le terrorisme laisse planer de nombreux doutes. Lorsqu'on lutte contre le terrorisme, on lutte. On ne fait pas semblant. Mais sur votre territoire, lorsque par exemple vous devez manœuvrer, et arriver à des endroits qu'on appelle peut-être l'os, la partie dure, où nous on veut y aller, on vous dit non, vous ne devez pas y aller.
Vous devez vous arrêter là. Ça, il y a problème. Enquêtez sur ça, vous allez voir. L'autre chose, c'est que c'est lorsque le contingent démontait que nous-mêmes nous sommes rendus compte de l'arsenal qu'ils avaient ici, les avions de combat et tout. Le chef de l'État s'insurge contre une certaine opinion dans la presse occidentale, pour ne pas dire française, qui crie à un manque de liberté d'expression au Burkina en se référant à la fermeture de certaines stations de radio. Sur le sujet, la réponse du président de la transition est sans équivoque. Tout organe de presse qui joue le jeu de l'impérialisme n'a pas sa place au Burkina et sera purement et simplement fermé. Les radios qui font des propagandes, qui cherchent à donner plus d'aura à l'ennemi, à faire amplifier le conflit et tout, nous allons fermer. Ce n'est pas seulement occidental, même les radios locales qui s'alignent dans le sens de l'impérialisme, on va fermer. Il n'y aura pas de sentiment sur ce volet. Parce que tout ce qu'ils divulguent, la propagande qu'ils font, ça tend à chaque fois donner en fait, une autre vision du conflit, ensuite à amplifier le conflit, à donner une autre idée du conflit, c'est-à-dire ils veulent changer la mentalité de nos peuples en fait. Nous sommes en guerre et en guerre il y a une communication à faire. Tous ceux qui viendront, qui seront dans le sens contraire, on ne va pas accepter. Dans la marche pour la libération totale du Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré fait sien les idéaux de la révolution d'août 83 et ceux du capitaine Thomas Sankara à qui il emprunte la devise devenue nationale, la patrie ou la mort, nous vaincrons. La phrase la patrie ou la mort, nous vaincrons, ça veut tout dire, surtout dans ce contexte. Et il faut retenir que le camarade président Thomas Sankara, il a mené une lutte pour la liberté, une lutte en faveur de tous les peuples opprimés. Oui, nous menons les mêmes combats. Donc je vous dirai encore la patrie ou la mort, nous vaincrons. Un cri de guerre d'un peuple fier et digne qui croit en ses moyens et ses capacités d'arracher la victoire. Et au cours de cet entretien, il a aussi été question, comme il fallait s'y attendre, des relations de coopération entre le Burkina et plusieurs autres pays, notamment la France. Sur ce point, le chef de l'État se veut un peu plus clair. Respect mutuel et coopération mutuellement gagnante seront désormais les points d'honneur. Décryptage avec Christine Koulibaly. Il faut qu'on accepte de regarder c'est-à-dire d'égal à égal. La vision du capitaine Ibrahim Traoré en matière de coopération bilatérale et multilatérale est clairement affichée. Désormais, sous son magistère, le Burkina Faso veut construire des relations empreintes de respect mutuel et surtout gagnant-gagnant, le tout sur fond de lutte contre le néocolonialisme. Beaucoup d'États sont dans cette lutte actuellement. Et déjà, donc, on ne peut pas être isolé. Tout le monde lutte aujourd'hui pour un monde multipolaire. Donc nous avons des partenaires dans le même sens. Ça ne peut pas nous isoler. Au contraire, ça renforce nos liens avec d'autres. Et le capitaine Ibrahim Traoré ne le cache pas, le Burkina Faso est aujourd'hui en phase avec les idéologies des non-alignés, avec l'Azerbaïdjan qui fait aujourd'hui cas d'école aux yeux du chef de l'État. On a suivi avec le président Aliyev l'évolution. On suit jusqu'au PIB, façon donc tout se comporte là-bas. Le peuple, les décisions du peuple vis-à-vis du président et tout. On apprécie beaucoup et c'est normal qu'on soit non aligné. Aucun État ne veut être soumis à une domination. Donc déjà on peut dire que nous sommes un État non aligné. Le Burkina Faso est un pays non aligné qui n'est ni avec ni contre aucune puissance mondiale, un pays en conquête de sa pleine souveraineté. Dans cette dynamique, le chef de l'État dénonce toute forme d'aide qui n'a de dessein que de maintenir le Burkina et les Burkinabés dans la dépendance. Les impérialistes n'aiment pas ceux-là qui pensent peut-être à leur peuple. Non. Parce qu'il faut maintenir le peuple dans la domination, dans cette pauvreté, dans cette situation de fragilité, pour les assister en permanence. Et que chaque fois vous croyez que non, il faut que ce soit eux qui vous aident. Sinon, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est le discours qui est tous les jours divulgué. Et donc, il faut des dirigeants qui font cette politique-là. Ça les arrange. Lorsqu'on vient, on vous fait signer certaines conventions, on vous promet des pourcentages,
durant plusieurs années. De toute façon, vous en tant que dirigeant et puis peut-être vos proches, vous êtes bien. Mais et le peuple? Voilà, c'est ce que nous refusons. La période de pays dominant-dominé est donc révolue, selon le capitaine Ibrahim Traoré, y compris avec l'ancienne puissance coloniale. Interrogé sur la relation entre le Burkina Faso et la France, le capitaine Ibrahim Traoré se veut clair. Nous ne sommes pas ennemis avec le peuple français. C'est la politique de ceux qui dirigent la France qui pose problème en Afrique. Donc, tant qu'un État n'est pas dans un esprit impérialiste, un esprit d'esclavagisé, il n'y a pas de problème. Mais tant qu'il y aura de ces esprits-là, cette idéologie, il y aura problème. Ça, c'est un principe de base. Il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'on accepte de revoir toute notre coopération. Parce que depuis les indépendances des années 60, on a donné l'indépendance, on a peut-être placé des gens qu'on maîtrise à la tête de certains États. On a mené les gens à signer beaucoup d'accords, beaucoup de choses qui nous empêchent de nous développer. Si les gens sont prêts à ce qu'on relise tous ces textes, de toute façon, on est en train de dénoncer un à un. Chaque fois qu'on lira et que c'est contraire aux intérêts du peuple, on ne va pas accepter. Refusant de commenter davantage la position de Paris sur la situation au Niger, le chef de l'État a, au cours de l'entretien d'une trentaine de minutes, réaffirmé son soutien et celui du peuple burkinabé au peuple frère du Niger. Si vous partez à Niamey, vous vivez un peu, vous revenez par exemple à Fada, vous vivez un peu, vous allez toujours vous croire dans la même ville. Nos peuples sont les mêmes. Ça, c'est une réalité. En Afrique de l'Ouest, ici, c'est le même peuple. Mais c'est que les gens refusent de comprendre. Secondo, on ne peut pas les sanctions appliquées au peuple nigérien. Lorsque vous regardez, certains ont traité ça d'inhumain, c'est plus qu'inhumain. Quand on pense que c'est des gens qui parlent des droits de l'homme et qui appliquent ces sanctions à un peuple, l'empêcher de se nourrir, l'empêcher de se soigner, de quel droit de l'homme est-ce qu'on parle? Nous, c'est un devoir, ce sont nos frères. S'ils ont faim et que nous en avons mangé, on va leur donner. C'est le principe de base en Afrique. Lorsqu'il y en a pour un, il y en a pour deux. Un soutien également commandé par la lutte contre le terrorisme qui nécessite une synergie d'action entre les pays de la bande sahélo-saharienne, aujourd'hui confrontés aux mêmes défis. Et nous l'apprenons aujourd'hui même, le rejet par la Cour européenne des droits de l'homme de la demande d'extradition du sieur François Compaoré, le petit frère de l'ex-président Blaise Compaoré, mis en cause dans l'affaire judiciaire Norbert Zongo pour des faits d'incitation à assassinat. Il est frappé par un mandat d'arrêt international. François Compaoré avait été arrêté en octobre 2017 à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle en provenance de la Côte d'Ivoire. Et selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'extradition de François Compaoré constituerait une violation de l'article 3 de la Convention sur la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On en parle ce soir avec Maître Prosper Farama, avocat à la Cour que nous retrouvons au téléphone. Bonsoir Maître Farama. Oui, bonsoir madame. Alors, quel a été votre ressenti à l'annonce de la décision? Est-ce que ça a été pour vous une surprise? Je dirais plutôt simplement une déception, parce que nous étions très optimistes dans le cadre de cette affaire et espérions que pour le dénouement de l'affaire Norbert Zongo, M. François Compaoré aurait été extradé afin que nous en finissions avec cette affaire. Donc je dirais surprise. Pas vraiment, mais enfin pas une question de surprise, mais plutôt une déception. Alors, Maître, le Burkina qui est même condamné à verser un peu moins de 10 millions au sieur Compaoré sur les 65 initialement demandés par l'intéressé. Oui, absolument. C'est-à-dire, outre le fait que l'extradition est refusée, l'État de Burkina Faso est condamné en estimant que des droits de François Compaoré auraient été violés dans le cadre de la procédure. Ça, je pense que les avocats de l'État burkinabé sont mieux placés pour commenter cet aspect. Alors, au stade actuel, Maître, est-ce qu'il y a une suite à envisager ou alors le dossier est définitivement clos? Non, le dossier n'est pas définitivement clos parce qu'à ma connaissance,
en vertu des dispositions de la Convention instituant la Cour européenne des droits de l'homme. Si ma mémoire est bonne, notamment l'article 44 dans son point 2, la décision n'est pas encore définitive. Elle ne deviendra définitive que dans 3 cas essentiellement. Le premier cas, c'est que toutes les parties écrivent à la Cour pour signifier qu'elles n'entendent faire aucun recours à la Grande Chambre. Le deuxième cas, si dans les 3 mois qui suivent, aucune des parties n'a recours à ce qu'ils appellent donc la Grande Chambre, évidemment, à partir de cet instant-là, la décision deviendra définitive. Bon, donc, pour le moment, comme les parties elles-mêmes, c'est-à-dire la famille de Norbert Zongo n'est pas partie au procès, nous ne pouvons faire aucune spéculation. En ce moment, seul l'État français qui est impliqué dans cette affaire peut décider de faire un recours contre la décision dans les 3 mois qui viennent. Maître Prosper Farama, merci pour tous ces éléments d'information. Merci. Dans l'actualité également, le verdict issu du procès de Larissa Nikema, dite Adja la guérisseuse. Le procès, vous le savez, s'est tenu ce 6 septembre avec l'exploit d'avoir tenu en haleine la population jusqu'à pas d'heure. C'est finalement tard dans la nuit, après les réquisitions du parquet, que le tribunal s'est prononcé. Des peines d'emprisonnement et d'amende, tous assortis de sursis. Le point de Gérard Sommet et Maïmouna Traoré. Au tribunal de grande instance Ouaga 2 ce 6 septembre, après 2 renvois, Larissa Ninkiema, plus connue sous le nom de Adja Amsetou Ninkiema, et 8 de ses employés sont à la barre. Larissa Ninkiema est poursuivie pour incitation à des faits de séquestration, de coups et blessures volontaires sur la personne de Amidou Kanazoué, Adama Bari, Sambo Kwanda, Abdul Razak Ninkiema, Bourema Ouedraogo, Samsoudine Ninkiema, Camille Ninkiema, Ousmane Ouedraogo, Sayouba Rwamba, eux sont poursuivis pour séquestration, coups et blessures volontaires, atteinte à l'intimité de la vie d'autrui. Devant le tribunal, ceux-ci reconnaissent les faits à eux reprochés et déclarent n'avoir reçu aucune instruction de la part de leur patronne. Selon les explications, lorsque la victime, Amidou Kanazoué, a été appréhendée sur les lieux en train de faire des sacrifices, il a été conduit chez la guérisseuse. Celle-ci leur a demandé de le garder sur le site des soins afin qu'elle puisse l'écouter après la consultation des autres patients. Mais ils décident de leur propre chef de le ligoter et de le bastonner afin qu'il s'explique sur sa présence frauduleuse sur le lieu sans autorisation préalable. Un acte qu'ils disent regretter amèrement. Devant le tribunal, ils n'ont cessé de demander pardon à la victime et au peuple burkinabé. Larissa Ninkiema, elle ne reconnaît pas les faits qui lui sont reprochés. Une thèse soutenue par la victime qui reconnaît avoir agressé un interdit et accepte le pardon des prévenus. Des prévenus qui usent de tous les arguments pour leur défense. Mais le parquet relève des contradictions avec les propos tenus au commissariat de Komsilga et lors de l'interrogatoire de flagrant délit devant le procureur. Pour le ministère public, la garde de la victime peut être qualifiée de séquestration. Et il a du reste un audio où Larissa Ninkiema reconnaît avoir instruit ses employés de ligoter Amidou Kanazoué. Mais pour la prévenue, ce sont juste des propos pour protéger ses employés. Mais, insiste-t-elle, ils ont été tous licenciés en guise de sanction. Des propos qui passent mal pour le ministère public. Il requiert alors une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 12 fermes, et une amende de 3 millions de francs CFA fermes contre Larissa Ninkiema et 36 mois plus 500 000 francs d'amende, le tout ferme contre Sayouba Rwamba, et pour les 7 autres prévenus, une peine privative de 24 mois et 500 000 francs d'amende ferme. Entre explications, débats contradictoires et plaidoiries, l'audience dure plus de 12 heures dans une salle comble. Le verdict tombe peu avant minuit. Larissa Ninkiema est acquittée des faits d'incitation à coups et blessures volontaires au bénéfice du doute, mais reconnue coupable des faits d'incitation à séquestration. Les autres prévenus sont reconnus coupables des délits qui pèsent sur eux. Larissa Ninkiema écope d'une peine d'emprisonnement de 36 mois et d'une amende d'1 million de francs CFA, le tout assorti de sursis, et ses 8 co-prévenus sont condamnés à 48 mois d'emprisonnement
plus une amende de 500 000 francs CFA, le tout assorti de sursis. Nous sommes satisfaits du verdict. Tous les prévenus écopent de peine avec sursis. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de la justice. Nous remercions le peuple burkinabé car l'affaire a indigné tout le monde. Nous demandons aux jeunes de ne plus commettre des faits similaires. La famille a accepté le pardon, que tout le monde puisse en faire autant, car Dieu aime celui qui pardonne. C'était notre souhait. L'affaire n'est pas allée loin. Nous remercions tout le monde pour tout le soutien. La défense, elle, n'est pas satisfaite du verdict. La décision du tribunal pour une question de liberté, elle est déjà bonne à prendre. Mais nous pensons que nous restons à notre soif sur la question de la séquestration. Les peines ont été prononcées au-delà des réquisitions du procureur. Notre premier objectif, c'était de souligner le rôle social de la guérisseuse. Ses patients ont besoin d'elle et donc c'est une décision à notre sens qui lui permettra de retourner à ses activités et d'apporter soin à des milliers de Burkinabés. C'est déjà très important. Les prévenus disposent d'un délai de 15 jours pour faire appel. Elle est désormais installée dans ses fonctions de présidente de la Commission de l'informatique et des libertés. Le docteur Aligeta Nassa Trawina, experte en informatique et enseignant-chercheur, a pris service ce 7 septembre. Le témoignage de la cérémonie officielle avec Kwala Nebié et Sekou Zongo. Elle a prêté serment ce 6 septembre en tant que membre de la Commission de l'informatique et des libertés civiles. Elle entre ici officiellement dans la plénitude de ses fonctions de présidente de l'institution chargée de veiller à la protection des données personnelles. Madame Aligeta Nassa Trawina, je vous déclare solennellement installé ce jour 7. Docteur Aligeta Nassa Trawina débute donc son mandat dans un sentiment de responsabilité et surtout des défis. L'équité, l'éthique, la transparence, le professionnalisme et la culture de résultat sont des valeurs qui vont guider ses actions. Je place dans mon mandat sous le signe de l'innovation et de l'adaptabilité pour une meilleure appropriation d'une culture de la protection des données personnelles par chaque citoyen burkinabé et à instaurer cette culture dans les administrations publiques et privées. En outre, je m'engage à renforcer la coopération avec nos partenaires nationaux, régionaux et internationaux. C'est dire que Dr Aligeta Nassa Trawina reste sur les pas de ses prédécesseurs. Et en 10 ans à la tête de la CIL, celle qu'elle remplace compte des réalisations à son actif. Je voudrais mentionner le succès qu'ont connu la 6e Assemblée générale des autorités de protection des données à caractère personnel, ainsi que la conférence internationale sur la protection des données à caractère personnel, tenue du 9 au 11 mai 2023 à Ouagadougou. Toutefois, d'autres chantiers sont ouverts et la nouvelle équipe entend les exécuter avec la plus grande diligence pour une CIL au diapason des défis de l'heure. Aptes à servir depuis ce 7 septembre, ils le sont également. 56 douaniers, inspecteurs et contrôleurs des douanes. 2 années de formation sanctionnées par la remise des parchemins. Nom de baptême, renouveau. La cérémonie est ici immortalisée par la caméra de Amadou Ilboudo et la plume de Moussaki. Port de galon, remise des diplômes au major. La promotion baptisée Renouveau par le ministre en charge de l'économie est désormais apte à servir l'administration douanière dans un contexte aux grands défis comme la mobilisation des ressources financières et la lutte contre l'insécurité. Aujourd'hui, tout le monde doit se mobiliser pour que nous puissions faire face à la situation que nous vivons. Et le rôle des douaniers est crucial et nous pensons qu'ils vont pouvoir être en mesure d'apporter leur contribution. Ces douaniers sont conscients de ces défis du moment. L'administration douanière est dans une dynamique de digitalisation de ses services
pour augmenter les ressources financières. Ces impétrants adhèrent à cette stratégie, d'où le choix du ministre en charge de la transition digitale comme marraine de la promotion. Et je l'ai dit à plusieurs reprises que nous ne pouvons réussir cette transition digitale sans l'engagement et l'adhésion des acteurs métiers. Et leur choix et déjà les thèmes qu'ils ont traités pour leur mémoire montrent cet engagement et cette adhésion. Et je sais qu'ils seront des ambassadeurs pour la mise en place ou la réussite en tout cas de cette transition digitale qui est déjà en cours au niveau de l'administration douanière. 2 années de formation ont suffi à l'École nationale des douanes du Burkina pour mettre à la disposition des États ces 56 douaniers. 14 inspecteurs issus de la 29e promotion et 42 contrôleurs de la 33e promotion. Ça a été une très belle expérience en formation continue et de stages pratiques. C'est l'occasion pour nous d'être reconnaissants envers cette prestigieuse école, envers le directeur général de l'École nationale des douanes et avec tous ses collaborateurs. Ce qui m'anime, c'est un sentiment de joie pour avoir traversé ces 2 années dans la santé. Donc je rends grâce à Dieu pour ça. Et nous mesurons justement à sa hauteur la tâche qui nous attend sur le terrain. Nous allons apporter notre tâche, notre contribution aux collègues qui se battent déjà sur le terrain. Ces impétrants de la promotion 2023 viennent de 4 pays, la Guinée-Bissau, le Tchad, la Centrafrique et bien entendu le Burkina Faso. Une soumission à leur formation en vue d'une autonomisation économique, le sacrifice demandé à 500 personnes déplacées internes issues de plusieurs régions. Il s'agit d'un vaste programme d'apprentissage au métier des arts et de la culture, programme dont le coup d'envoi est donné par le ministre de la Culture à Manga dans le centre-sud. Gérard Sommet et Chantal Ouedraogo. Une opportunité s'ouvre aux personnes déplacées internes de Manga. Le ministre en charge de la culture offre des kits pour l'apprentissage à divers métiers de l'art et de l'artisanat. La teinture, le perlage, la saponification et les jeux d'acteurs. Ces métiers et savoir-faire culturels sont identifiés comme des secteurs porteurs à mettre à profit pour l'auto-emploi et l'amélioration des conditions de vie des déplacés internes. Un programme de formation au profit de 500 personnes déplacées internes sur l'ensemble du territoire au métier de la culture, de l'art et de l'artisanat d'art. Ce sont des secteurs auxquels on ne pense pas tout de suite, mais le secteur de la culture, le secteur de l'art de façon générale, nous en avons la conviction, est un secteur qui a un fort potentiel en matière de création d'emplois et de création de richesses. Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où, au-delà de l'assistance aux personnes déplacées internes au niveau de la transition, la dynamique, c'est plutôt d'accompagner les personnes déplacées aujourd'hui à pouvoir être autonomes. Vous savez, c'est également une question de dignité pour ces personnes-là. Une véritable solution pour ces femmes déplacées qui étaient en quête d'activité pour leur auto-prise en charge et leur relèvement économique. Nous sommes là depuis 4 ans sans aucune activité. On partait travailler chez des gens pour avoir un peu de revenus. Mais connaître un métier, c'est nettement mieux. On pourra s'occuper de nos ménages. Nous sommes reconnaissants. Lancé à Manga, ce programme sera déployé au profit des PDI des autres régions. Les bénéficiaires seront également appuyés avec des matériels d'installation. Il s'agira également pour le ministère en charge de la culture de créer des opportunités de marché à ses futurs artisans à travers la valorisation des produits locaux. Et c'est plutôt dans la filière du lait local qu'une trentaine de jeunes espèrent, eux, tirer leur épingle du jeu. Ils bénéficieront à cet effet de formations initiées par l'ONG Women in Law et ses partenaires des mini-laiteries. Mais avant toute chose, les bénéficiaires sont sensibilisés à l'appropriation et à la compréhension du projet. Le compte-rendu de Jean-Eudes Bayala et Jérôme Atendano. Le projet de promotion de l'emploi des jeunes dans la filière lait local au Burkina est ainsi lancé. Créer des conditions favorables à l'auto-employabilité des jeunes et à l'augmentation de leurs revenus monétaires est l'objectif visé par l'organisation non gouvernementale WILDAP Burkina Faso,
initiatrice de ce projet. Il y a l'insécurité grandissante qui fait que beaucoup de ces producteurs ou de ces membres de ces coopératives qui étaient très actives au Burkina pour la production de lait se retrouvent donc dans des situations où ils sont incapables de produire. Donc le projet, c'est de les encourager à s'installer, à leur donner les moyens en renforçant leurs capacités en termes de formation, en termes d'entrepreneuriat. Ce projet vient également donner une nouvelle ère à la filière lait locale affectée par la situation sécuritaire. Dans notre système de production, nous sommes basés sur un système pastoral de mobilité. Et en ce moment, avec moins de zones de production, moins de zones d'espace de pâturage, donc il faut dire que notre production aujourd'hui souffre. Le projet dure 3 ans, avec un appui à une trentaine de jeunes pour se lancer dans la transformation du lait local. Wildaf Burkina Faso intervient dans les domaines de la lutte contre les violences faites aux femmes et la formation des jeunes. Association des pharmaciens du privé, promoteurs d'établissements privés de santé et acteurs privés de santé, tous étaient réunis autour du chef du département de la santé pour une importante rencontre d'information. Inutile de préciser que le décret gouvernemental portant conditions d'intervention des agents publics dans le privé est dans sa mise en œuvre. Un même niveau d'information pour une même cadence pour le bien-être des populations. Jean-Eudes Bayala et Aimé Solange Guigma. C'est une session d'information initiée par le ministère de la Santé avec les associations professionnelles de pharmaciens du privé et des promoteurs d'établissements privés et la Fédération des acteurs du secteur privé de santé dans le but de les outiller sur le contenu et les implications du décret du 17 août 2023 portant conditions d'intervention des agents publics de santé dans les établissements privés. L'ambition affichée, une application réussie du dit décret. L'idée étant que nous ayons tous et toutes une compréhension commune de ce décret, de cette mesure, dont l'objectif est tout simplement de faire en sorte que nous soyons davantage centrés sur le malade, sur le patient, pour que les deux sous-secteurs puissent jouer leur complémentarité. Un décret qui permet aux agents publics d'intervenir par voie de convention dans les structures privées 8 heures par semaine. Pour les spécialistes, cette autorisation est de 2 ans maximum et pour les médecins, pharmaciens et infirmiers, elle est d'1 année. Une fois ces délais passés, les agents publics doivent opérer un choix, une décision bien accueillie. Nous sommes engagés dans un dialogue constructif avec le gouvernement. Donc nous sommes là, quand on va nous présenter les outils, nous avions fait la réflexion il y a environ 7 ans. Nous verrons s'il y a encore du nouveau, on va partager nos propositions, nos améliorations et l'opportunité est donnée, nous allons nous exprimer, nous ferons en sorte que le public et le privé mis ensemble, nos potentialités vont permettre aux Burkinabés, où qu'ils soient, en ville comme dans les campagnes, d'avoir vraiment une santé de qualité. Cette rencontre marque le début d'une série de sessions d'information avec l'ensemble des parties prenantes et les détenteurs d'enjeux pour une mise en œuvre réussie de la réforme. Dans la Sicile, ils sont des modèles à même d'inspirer d'autres agriculteurs. Ils sont mis en lumière ce jour par le ministre de l'Agriculture en visite auprès des producteurs semenciers et autres entrepreneurs agricoles exerçant sur de grandes superficies. Une visite qui s'est voulue satisfaisante selon le témoignage de Rasmane Zoundi et Jérôme Atendano. 102 hectares de diverses spéculations à visiter ce matin par le ministre en charge de l'agriculture. Un véritable marathon dans cette exploitation de Inoussa Ouedraogo à Neboun, dans la commune de Pia. Nous sommes dans la Sicile. 40 hectares de maïs, 27 de soja, 17 de sésame, de la semence de base, de l'arachide, du niébé, plus de 50 millions de francs CFA investis par le président de l'Union nationale des producteurs sémenciers. Il en espère le double en fin de campagne agricole. Nous faisons la recherche avec les chercheurs ici, comme vous voyez, la sélection variétale avec la recherche sur le soja,
Nous travaillons également avec l'université et le département génétique sur le gombo. Par exemple, le maïs, on s'attend à tout caser quand même à 100 tonnes. Pour les soja, autour de 30 tonnes. Voilà, les nibés, peut-être 5 tonnes. Les sésames, 10 tonnes. Tout ce qu'on produit cette année, on va tourner peut-être autour de 100. Voilà, de 100 millions. Occasion de plaider la cause de l'ensemble des 3000 producteurs sémenciers du Burkina auprès du ministre Ismaël Sombié pour faciliter l'écoulement des produits agricoles. Dans la dynamique du consommant local, le chef du département penche pour la solution cantine scolaire pour absorber les productions. Produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons, cela passe par une mécanisation de l'agriculture. Et Théodore Kaboré en fait ici la preuve dans un autre quartier de Neboun. Des dizaines d'hectares, ces juristes de formation comptent seulement quelques emplois permanents. Quand j'ai fini mes études en droit, voilà, je me suis formé. Voilà, j'ai fait quelques petites formations dans le domaine agricole et je me suis carrément lancé dans l'agriculture. Les céréales, nous faisons le maïs, le soja, le sésame, le niébé et autres. Voilà, nous faisons aussi de la maraîchculture. Comme spéculation, nous avons les oignons. Voilà, les oignons par un primat qui s'adapte à la saison pluvieuse. L'honneur aux grands producteurs se poursuit dans la province du Ziro. Ici, le champ de Alidou Sawadgo à Kasso, au nord-ouest de Sapui. 31 hectares repartis entre la variété wari du maïs, le coton, le niébé, le sésame. Des modèles, des cas d'école, en phase avec la nouvelle vision pour l'agriculture burkinabé. Nous sommes satisfaits parce que nous avons trouvé des producteurs engagés, nous avons trouvé des populations convaincues de l'utilité du secteur agricole pour la souveraineté de notre pays et convaincus qu'on peut vivre décemment à travers le secteur agricole. Donc c'est une journée pleine pour nous. Nous avons pu nous rendre compte que quel que soit notre domaine d'activité, quel que soit notre niveau et quel que soit notre rang social, nous pouvons nous investir et nous devons nous investir dans l'agriculture pour non seulement être des modèles, mais également représenter la locomotive qui va drainer l'ensemble du monde rural. Le coût élevé des intrants, de certains équipements, le manque d'eau pour les irrigations sont entre autres les préoccupations portées à la connaissance du visiteur du jour. Des préoccupations en bonne place dans le plan de l'offensive agro-pastorale 2023-2025, doté d'un budget de plus de 500 milliards de francs CFA, rassure le ministre Ismaël Sombié. Dans l'architecture de la fourniture de l'électricité aux populations se trouvent en bonne place les opérateurs locaux d'électrification rurale comme les coopératives. GROIC, ces structures pour la plupart sont sous-informées sur la législation régissant leurs activités et c'est pour combler cette insuffisance que l'ABER, l'agence burkinabé d'électrification rurale, a initié une formation à leur profit dans la ville de Koudougou. Le démarrage des travaux avec Alassane Kendrebego et Aruna Marie. Là où la Sonabel est absente, les coopératives d'électricité prennent parfois le relais. Ces coopératives sont estimées à près de 300 reparties sur l'ensemble du territoire selon les chiffres de cette fêtière. À Koudougou, ces opérateurs locaux de l'ABER, l'agence burkinabé d'électrification rurale, s'imprègnent du cadre juridique applicable à leur domaine d'activité. Plus donc du cadre juridique, le mode actuel de gestion des mini-réseaux pour plus d'efficacité et d'efficience. Également, nous allons aborder les questions tarifaires parce que qui dit business privé dit business et également les tarifs donc vont intervenir. Nous trouvons que l'initiative est salutaire parce que ça permettra d'encadrer l'action des opérateurs sur le terrain et cela pourra limiter les dérives. La formation se déroule dans le cadre du projet Africa Mini-Grid Programme, un vaste projet destiné à sortir des zones rurales de l'obscurité. Cela grâce à l'implantation de mini-réseaux verts. 21 pays en Afrique, dont le Burkina Faso, sont bénéficiaires de ce projet. Un mini-réseau, c'est un dispositif qui est construit pour pouvoir permettre à la population d'avoir accès à l'électricité. Un mini-réseau est isolé lorsqu'il n'est pas raccordé au réseau. Un mini-réseau est hybridé lorsqu'il est combiné donc à un groupe. Et quand il est vert, il est seulement un mini-réseau solaire vert avec un champ solaire
et un mini-réseau qui alimente donc la population. Le coût de ce projet s'élève à plus de 2 milliards 194 millions de francs CFA pour le Burkina Faso. Une enveloppe mobilisée avec l'appui du PNUD, du Fonds pour l'environnement mondial et l'État. 9 mini-réseaux pour 5000 ménages sont prévus dans le cadre de ce projet. En sport, nous prenons des nouvelles du 11 national en stage à Marrakech au Maroc. La dernière séance d'entraînement s'est déroulée ce jeudi. Les étalons se disent prêts à affronter la 6e et dernière journée. Le point avec nos envoyés spéciaux Souleymane Sanou et Ibrahim Diallo. Battre l'Eswatini et conserver la première place du groupe B, c'est le leitmotiv des étalons du Burkina Faso à l'occasion de cette 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023. Hubert Velud et ses poulains ont affûté leurs sabots et ce n'est pas pour disputer un match de gala. Déjà, on veut à tout prix finir premier du groupe. On prend très au sérieux cette équipe qui a embêté, entre guillemets, toutes les équipes du groupe dans tous les matchs. Il ne faut pas oublier non plus qu'ils nous ont menés au score aussi au match aller. Donc on prend ça en considération et on a envie vraiment de faire un bon match, d'imposer notre jeu. En l'absence de certains cadres, le 11 de départ connaîtra des changements. Il y aura des bouleversements, forcément, déjà de façon naturelle puisqu'on a beaucoup d'absents en attaque, comme vous avez pu le remarquer. Donc demain, il y aura sans doute une attaque un peu expérimentale. C'est le moment d'essayer, de toute façon, c'est peut-être le bon moment. C'est aux joueurs de prendre leur chance. Demain, il y a des joueurs qui jouent très peu, qui ont très peu joué en équipe nationale. C'est à eux de prendre leur chance, c'est à eux de monter dans le train. L'équipe nationale, c'est comme le train, ça va très vite. Quand on a une chance de monter dedans, il ne faut pas le louper parce que c'est pas sûr que ça revienne après. Les joueurs également n'entendent pas bouder leur plaisir de gagner et surtout de se mettre en jambe pour la CAN qui arrive à grands pas. Et voilà, c'est un match très important pour nous et on va le prendre au sérieux. Et pour pouvoir terminer les éliminatoires en beauté et terminer premier de notre poule, et voilà, c'est très important pour les tirages. Et je pense qu'au-delà de tout ça, tout le groupe vit bien, donc on n'a pas de problème, on est prêt pour le match. Oui, je me suis préparé à ça et c'est pour ça aussi on s'entraîne. C'est pour être prêt le jour du match. Et quand on a besoin de nous seulement, on répond présent. Donc si le coach me fait confiance, il n'y a pas de souci. Rendez-vous ici au Grand Stade de Marrakech pour vivre ce match Burkina Faso-Eswatini ce vendredi 8 septembre à partir de 19h GMT. Et c'est en souhaitant une bonne chevauchée à nos étalons que je vous donne rendez-vous pour demain à la même heure. Dieu voulant, bien entendu. Bonsoir et à demain.